l'actualité présentée par Yves Mourouzi. 10h33 ce matin, dans la cabine de la caravelle Ajaccio-Nice, le commandant Salomon lance un message « J'ai le feu à bord ». La caravelle n'a pas rejoint Nice, l'angoisse des familles des passagers commence. C'est une foule dense et muette. Que s'est-il réellement passé ce 11 septembre? C'est un missile qui a battu la caravelle. La perte de la caravelle est due à un incendie survenu dans la cabine. C'est un scandale. On ne lâchera rien du tout. La vérité, elle est toujours au fond de l'eau. En fait, c'est une erreur de cible. On aurait dû dire la vérité de suite. Ils se sont tous vus mourir, c'est certain. Mais qui a fait la faute? Qui a couvert la faute? Et qui couvre encore la faute? C'est un des accidents les plus marquants de l'histoire de l'aéronautique, le crash de la caravelle Ajaccio-Nice le 11 septembre 1968. 50 ans après, une enquête pour dissimulation de preuves est toujours en cours. Un juge d'instruction a demandé la levée du secret défense. L'affaire n'a cessé de rebondir. Témoignages, documents exhumés des archives ont permis de remettre en cause la thèse officielle, un incendie de cabine. Des révélations laissent penser à un scénario beaucoup plus inquiétant. L'avion aurait été abattu par un missile. L'État aurait-il menti? Que s'est-il passé à l'approche de l'aéroport de Nice? 50 ans après, les familles des 95 victimes continuent de se battre pour la vérité. Celle-là, ça c'est mes trois sœurs. C'est elle qui a disparu, là. Elle avait 34 ans, elle avait... Hein? Il y a 50 ans, Angèle Marie, la sœur de Pauline, devait prendre l'avion pour Marseille. La jeune et belle institutrice de 34 ans a embarqué dans la caravelle pour Nice. Elle n'est jamais revenue. Elle devait être directrice d'un centre d'handicapés. Et elle avait été nommée à Montpellier. Mais elle n'a pas eu le temps de le voir, voilà. À 92 ans, Pauline se sent parfois un peu lasse. L'espoir de connaître un jour la vérité lui donne chaque jour un peu de force. Ça fait 50 ans qu'on y pense et qu'on vit comme ça, voilà. Je sais qu'on n'aura rien du tout. Ils vont toujours nier tout ça. Alors, et la vérité, on le sait. On le sait, la vérité. C'est l'armée qui ne veut pas le reconnaître, qui disent la vérité. Voilà. C'est un missile, tel jour à telle heure. Voilà. Et l'avion devait atterrir. Enfin, voilà. Ça fait 50 ans qu'on subit ça. Pauline, Louis, ils n'ont jamais cru à la thèse officielle, un incendie de cabine. Voilà, nous voici à l'endroit où la caravelle gît. C'est là où je veux absolument que mes cendres reposent, auprès de mes parents. Louis Paoli n'a jamais quitté sa cravate noire. Avec son frère Mathieu, ils sont les porte-parole des familles de victimes. Ils ont perdu leurs parents dans le crash. On reviendra tous les ans, plusieurs fois dans l'année, on reviendra à cet endroit parce que c'est comme si c'était le cimetière en fait. Le cimetière, nos parents se trouvent, les victimes se trouvent juste à côté de la chapelle. Et c'est pour ça que cette plaque figure dans cette chapelle. C'est le lieu spirituel le plus proche du drame, de la tragédie.
Une plaque, en mémoire des disparus, a été fixée au mur parmi les ex-voto. Ces tableaux placés dans une église en remerciement d'une grâce à la Vierge Marie. Les deux frères ne pourront faire le deuil que lorsqu'ils sauront ce qu'il s'est réellement passé. Tu vois, Louis, ça fait du bien quand même de venir dans cette chapelle. Oui. Hein, ça fait du bien. C'est important. Une petite prière n'a jamais été... oui, ça nous donne de la force à continuer ce combat. De continuer ce combat. Oui, oui. C'est ça qui est important. Ils sont convaincus que les rumeurs qui circulent depuis la première heure sont avérées. Un missile lancé lors d'un entraînement militaire aurait frappé l'avion par erreur. Ce mercredi 11 septembre, à l'aéroport d'Ajaccio, les passagers embarquent dans la caravelle pour Nice. Le temps est clément, les conditions de vol sont bonnes. 95 personnes ont pris place dans la cabine. Durant le vol, le commandant Salomon ne fait état d'aucun problème. À 9h30, l'avion descend vers Nice. Le pilote annonce à la tour de contrôle. On a des ennuis, on a le feu. Et 2 minutes plus tard... On va cracher si ça continue. La caravelle disparaît des radars. L'appareil s'abîme en mer au large du cap d'Antibes. Je me suis installé dans le jump seat, c'est-à-dire le siège qui est derrière le commandant de bord. Et d'un seul coup, il y a eu une annonce en disant « Un avion vient de disparaître des écrans radars ». Alors naturellement, le commandant de bord a demandé de quelle était la compagnie, qu'est-ce que c'était comme avion, etc. Et c'est là où petit à petit, on a fini par apprendre que c'était la fameuse caravelle Ajaccio-Nice. À 9h33, il n'y a aucun survivant. Et dans un de ces magasins de vêtements, il y avait une radio qui faisait de la musique et qui s'interrompait de temps en temps pour donner des informations. Et j'ai entendu là que la caravelle entre Ajaccio et Nice n'était pas arrivée. Je savais parce qu'il me l'avait écrit, il me l'avait dit, que mon père rentrait ce jour-là de Corse sur le continent. Et parce que je suis une optimiste enragée, j'ai décidé que c'était certainement pas l'Ajaccio-Nice, mais certainement l'Ajaccio-Marseille. L'Ajaccio-Marseille qu'il avait pris. Je ne savais pas que mon cousin était avec lui à ce moment-là. Donc en remontant sur les Champs-Élysées, il y avait une grande agence Air France à ce moment-là, en haut à gauche. Je suis rentré et j'ai dit à mes amis, je vais quand même aller voir un peu ce qui se passe. On m'a accueilli dans un petit bureau très sombre et un monsieur d'Air France m'a dit « Il y a un passager du nom de Cogny sur la liste que j'ai ici. » Je vois tout ça très bien. Marie-Claude Cogny est la fille du général René Cogny, grand résistant de la Seconde Guerre mondiale, puis commandant dans le Nord-Vietnam. Ce 11 septembre 1968, son père allait voir de la famille à Antibes après avoir passé quelques jours dans son village de Cogny-au-Colis. La petite sœur de Pierre-François avait 2 ans
sa maman 28. Elles aussi allaient voir de la famille près de Nice. 10h30, je joue au flipper. Corté, oui, un peu d'émotion, c'est comme si c'était à l'instant T, hein. Au bar de la Haute-Ville, on est venu me chercher, mon oncle est venu me chercher en disant qu'il y avait un problème. Il fallait que je rentre à la maison. Et quand j'ai vu pleurer ma grand-mère, vous savez, à 12 ans, on ne comprend pas trop, je pensais que c'était mon grand-père. Et puis il me dit, voilà, j'ai entendu que la caravelle avait percuté la mer et qu'il n'y avait plus de survivants. Je suis devenu un homme à 12 ans. Quand vous perdez votre mère et votre sœur, quand on a 12 ans, on est à l'âge de vivre avec ses parents, on change. Hélicoptère, vedette, les recherches sont immédiatement déclenchées au sud du cap d'Antibes. Les premiers débris sont retrouvés vers 11h30. Seule une quinzaine de corps sont repêchés. Ils ont pratiquement rien trouvé, que les morceaux de corps, ils ont trouvé que des débris flottants. On ne peut pas dire qu'ils ont vraiment trouvé quelque chose qui pouvait permettre de dire c'est ci, c'est ça. Ce sont uniquement ce qu'ils ont trouvé, ça je vais pouvoir leur dire. Ce qu'ils ont trouvé, c'est des morceaux de corps, ils ont trouvé des gilets de sauvetage, ils ont trouvé des morceaux de la carlingue, ils ont trouvé quelques qui flottaient, c'est tout. Commandant de bord, membre de la commission d'enquête, Jean Dupont est persuadé que les recherches des débris ne se font pas au bon endroit. Il calcule la trajectoire de la caravelle et détermine son point d'impact. L'avion s'est crashé à 21 miles, soit moins de 34 km du radar de Nice. La Marine nationale a effectué les recherches, plus au sud. La Marine nationale, qui s'est trouvée sur place dans les 2 heures qui ont suivi l'accident, a ramassé des morceaux de l'avion qui flottaient et a également déterminé une position. Il se trouve que cette position diverge de celle de mon père. Très très rapidement, la commission d'enquête obtient des moyens de dragage et mon père se bat pour qu'on aille draguer non pas où la Marine nationale a calculé le point, mais là où lui a calculé le point, qui est quelques kilomètres un peu plus au nord. Et apparemment, il se bat pendant 4 ou 5 mois avant qu'enfin on déplace les moyens de dragage pour aller draguer là où il est convaincu que l'avion est tombé. Et effectivement, au premier coup de chalut, sur la zone qu'il avait définie, on remonte des morceaux de l'avion alors qu'on n'en avait pas remonté précédemment. Ce n'est pas la seule anomalie. Lors de son enquête, le contrôleur Jean Dupont se heurte à des difficultés. Il met 2 ans pour obtenir les bandes radars. Ses écrits sont modifiés. Dans une lettre, il raconte qu'il se sent menacé. Il commence à considérer qu'il subit des pressions, puisqu'il finit même par écrire la raison d'État justifie tous les crimes. S'il m'arrivait, avant que cette affaire soit éclaircie, le moindre accident, la moindre maladie, il faudrait rechercher les responsables parmi les autorités militaires et gouvernementales. Donc oui, il subit des pressions, il n'y a aucun doute là-dessus. Le contrôleur finira par signer le rapport de la commission. Il est parvenu à la conviction que ce n'est pas un missile qui a touché l'avion. Lui est convaincu que ce n'est pas un missile. Et il est convaincu que l'avion a brûlé parce que le feu s'est déclaré en cabine et que très très vite tout le monde est mort intoxiqué par les fumées toxiques. Et pour être certain qu'il n'y a pas eu de tir, il demande que les autorités militaires s'engagent de façon extrêmement formelle et par écrit
au journal officiel pour dire que l'armée n'a pas procédé à des tirs ce jour-là. Ce qu'il finit par obtenir dans le rapport final. Le 14 décembre 1972, la commission d'enquête rend ses conclusions dans le journal officiel. C'est finalement la thèse de l'incendie qui est retenue. La perte de la Caravelle a pour cause un incendie dont elle n'a pu déterminer l'origine. Parmi les hypothèses, un feu survenu près des toilettes, à l'arrière de l'appareil, un endroit que l'on appelle aussi le galet. Cette version n'a jamais satisfait les familles. Le dossier a été bafoué, sali et a été vite expédié. Dans le dossier officiel, dans le rapport officiel, il y a seulement 21 pages. C'est scandaleux. C'est pour ça que la justice, la vérité doit apparaître pour qu'on puisse retrouver la paix. Un incendie à l'origine indéterminée aurait provoqué le crash. D'autant que d'autres appareils de même type vont s'écraser dans des circonstances similaires. En 1969, le système électrique d'une Caravelle Air Algérie s'embrase. En 1971, un feu se déclenche dans le chauffe-eau d'un avion en révision à Orly. Mais le scénario d'un incendie dans la cabine du vol Ajaccio-Nice présente de nombreuses failles. La Caravelle ne vole plus depuis le début des années 80. L'une d'entre elles est exposée près de l'aéroclub d'Avignon. Ce type d'avion était particulièrement fiable, capable de planer sur plusieurs kilomètres. En cas de feu dans la cabine ou de panne, l'appareil aurait pu continuer à voler. L'avion est capable de faire la distance Dijon-Paris en vol plané. Donc la finesse, cette capacité d'aller le plus loin possible en perdant de l'altitude. Et la Caravelle était un avion extrêmement fin grâce à ses grandes ailes. Le rapport pointe un élément capital. Les extincteurs dans les toilettes ont été récupérés encore fixés aux cloisons. Ils n'ont donc pas été utilisés. Pour les personnels navigants, le scénario d'un simple feu qui se propage est peu probable. Je suis hôtesse de l'air depuis 29 ans et ça fait 29 ans que j'apprends à utiliser un extincteur. Je ne peux pas imaginer un seul instant que ces hôtesses n'aient pas le réflexe de décrocher un extincteur pour en faire usage. Surtout s'il s'agit d'un feu toilette. La procédure, elle est définie, elle est bien définie. Voilà. Pour moi, si vous voulez, c'est inenvisageable. Parce que même si vous ne savez pas d'où vient la fumée, etc., vous vous équipez à un moment pour... C'est une question d'instinct de survie, enfin. Si vous avez un truc qui vous gêne, vous allez tousser, vous allez cracher, vous allez chercher à vous protéger le visage de fumée, vous allez faire quelque chose. Dit fumée, dit feu. Je vais chercher à éteindre quelque chose. Là, elles n'ont rien eu à éteindre, puisqu'elles se sont rendues compte de rien, elles n'ont pas compris. Personne n'a compris. Personne n'a compris parce que le danger venait de l'extérieur. Un incendie dans la cabine, une hypothèse controversée. Le doute s'installe. Les pilotes ont-ils perdu les commandes de vol et pourquoi ? Ont-ils été asphyxiés ou un choc plus grave s'est-il produit ? Que s'est-il passé dans le ciel d'Antibes ce 11 septembre 1968 ? Pour les victimes, il s'agit d'une bavure militaire.
Je pense que c'est un missile, d'exercice qui a touché le réacteur gauche, qui a provoqué l'incendie au réacteur gauche, et l'avion, à cet endroit-là, ne pouvait plus être pilotable, parce que c'était une zone de circuits hydrauliques qui ont été coupés avec l'incendie, et les pilotes, malheureusement, ne pouvaient plus piloter l'avion. Dès les premières heures, une rumeur circule. L'avion aurait été touché par un missile. À une centaine de kilomètres à l'ouest de Nice, l'île du Levant sert de base de lancement. Nous sommes en 1968, en pleine guerre froide. La France tient à se démarquer des États-Unis et de l'URSS, une politique qui passe par une course à l'armement. Cet entraînement militaire connaît quelques ratés. Un missile peut échapper au contrôle et tomber dans une zone civile. Les journaux font leurs gros titres lorsque certains s'échouent non loin des habitations. L'un d'eux tombe dans le jardin de la résidence du beau-frère du ministre de la Défense, Michel Debré. Des missiles mal contrôlés pouvant atteindre des avions civils. La Caravelle a-t-elle été touchée par un engin parti de cette zone militaire? Si l'on en croit la version officielle, c'est impossible. Dans une lettre adressée aux familles des victimes, un an après le drame, le ministre de la Défense est formel. Les champs de tir étaient fermés le jour de l'accident. Un missile français n'a pu être à l'origine de cette catastrophe. Cette thèse officielle, l'armée n'en démord pas depuis 50 ans. Les renseignements ont été demandés aux autorités militaires qui ont répondu avec la plus grande netteté qu'il n'y avait eu aucun tir d'engin ce jour-là dans la zone considérée. Pourtant, une série d'éléments démontre le contraire. De sa bibliothèque personnelle, Mathieu Paoli sort un à un des documents exhumés des archives. Il a retrouvé un article du Provençal du 9 septembre 1968 qui annonce des avis de tir. On parle bien des zones de tir dans Titan, donc à l'endroit noirci qui nous a permis justement de savoir que la Caravelle a dû passer, et même passer à cet endroit-là. Et on nous dit aussi par la même occasion que ce journal est paru le lundi 9 septembre 1968 et naturellement c'est le République de Provençal et ils indiquent bien les avis de tir alors que normalement on nous a indiqué que le champ de tir était fermé ce jour-là. La préfecture avertit que ce jour-là, la zone Titan, c'est-à-dire l'île du Levant, sera bien en activité le mardi 10, le mercredi 11 et le jeudi 12 septembre. Il sort également un document retrouvé en 2006 dans le dossier d'instruction. Ce tableau, le Zonex, zone d'exercice en langage militaire, détaille les activités de l'armée ce jour-là. Ce Zonex, à l'époque, il était quasiment passé inaperçu. Il avait été adressé par les services de la préfecture de police, si mes souvenirs sont bons. Mais il ne pouvait être examiné et compris et lu par personne, en tout cas de compétent à l'époque, parce que si vous n'êtes pas expert, vous ne comprenez absolument rien à ce document. Et lorsque le dossier d'instruction nous est communiqué dans les années 2000, on la soumet à la lecture d'experts.
qui nous disent mais ce document, il établit que à la date du crash et le jour du crash, il y avait des essais de tir de missiles. Sur ce document, une zone apparaît noircie. Après traitement photographique, des inscriptions apparaissent. C'était un truc complètement illisible, avec du noir partout, etc. Et on avait réussi, puisque avec les années passant, on avait mis la main, il y a des technologies qui permettaient d'éclaircir considérablement le document, et donc on avait réussi à éclaircir la zone obscurcie. Une chape de silence semble peser sur ce dossier. Mais les langues se délient. Des passants ou pêcheurs ont vu la caravelle ce jour-là. Une lueur bleue qui venait de derrière la caravelle est venue la frapper sur son réacteur du côté gauche. Et entre les deux réacteurs, il y avait un trou à peu près comme ça, un peu déchiqueté sur les bords, et il sortait de la fumée par là. Après 30 ans de silence, les frères Paoli recueillent les premiers témoignages. Il y a d'abord Pierre Lofredi, steward stagiaire et témoin au moment du crash. En 1970, il fait son service militaire dans la marine. Deux ans après, j'ai fait mon service militaire. Et j'ai fait mon service militaire dans la marine. Et comme je suis informaticien, il m'avait affecté à Paris, dans le 15e arrondissement, au centre de programmation de la marine, où là c'était uniquement des ingénieurs. Et puis devant la machine à café, l'équipe qui était en train de boire le café à côté s'occupait du guidage des missiles. Et j'ai posé la question, au fait, l'Ajaccio Nice, c'était bien un missile ou pas? Et là la réponse a été immédiate, oui bien sûr, tout le monde le sait. En réalité, et ils m'ont expliqué, on a donné le programme aux militaires qui ont effectué un tir et le missile a disparu de l'écran radar à cause d'un bug. Et plutôt que de presser sur le bouton rouge pour faire exploser en fin de compte le missile, ils l'ont laissé continuer son chemin. Et comme le missile non chargé mais attiré par la chaleur a trouvé le réacteur de la caravelle, il est rentré dans le réacteur et a tout fait sauter. Autre témoignage, celui d'un technicien de France 3 Côte d'Azur. Le jour du crash, il était à son poste de travail. À côté de lui, une équipe de télévision revient du Montagel, une base militaire située sur les hauteurs de Nice, où ils ont réalisé un reportage. J'étais en train de copier le travail que j'avais fait dans la matinée, quand un gars s'est présenté à moi, il m'a dit tiens, j'ai salué, il m'a expliqué qui il était, il me dit je suis preneur de son avec Jean-Claude Chapelle à Antenne 2. Et je dois recopier parce qu'on a un document que l'on doit envoyer en vitesse sur Paris, comme on avait les liaisons hertziennes avec Paris, tout ça, bon, bref. Et effectivement, quand il a repiqué sa bande, ou quand j'ai repiqué sa bande plutôt, à un moment, on a entendu « Merde, elle nous a échappé. On l'a perdue. » Et c'est à ce moment-là qu'il m'a expliqué qu'ils ont été expulsés du centre de contrôle du Montagel. Et quelques secondes de près, je me suis aperçu qu'il y avait deux personnes près de la porte qui écoutaient. Et ces gens-là, ils se sont présentés comme de la DGSE et ils ont pris les bandes. J'ai dit non, vous ne prenez pas les bandes. Ils ont été voir mon patron, le chef de centre, et le chef de centre a dit je ne peux rien faire, ils prennent la bande. Il n'y a pas eu de copie. Le 12 mai 2011, Mathieu Paoli reçoit une lettre. Elle est signée Michel Lati, ancien secrétaire militaire à la préfecture maritime de Toulon.
Placé sous les ordres du capitaine de vaisseau, service chargé d'effectuer des enquêtes sur les accidents et de les diffuser auprès des services concernés, j'avais signé un engagement secret défense qui m'engageait à ne pas parler des informations auxquelles j'allais avoir accès. Je veux apporter mon témoignage au nom du devoir de vérité. J'ai eu à rédiger le rapport de la commission d'enquête sur cet accident d'avion. Et il s'est avéré en fait qu'il était clair qu'il y avait eu une erreur de cible et que l'avion avait été descendu par un missile tiré de terre du centre d'essai de la Méditerranée au Levant. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un exercice et il y avait un avion cible qui devait passer. Et puis la caravelle s'est présentée et c'est la caravelle qui a été prise pour cible, quoi. En fait, c'est une erreur de cible. Un missile perdu, une erreur. C'est ce que raconte Michel Lati dans sa lettre. Il souhaite témoigner devant un juge. Le procureur de Nice, Éric de Montgolfier, demande alors, pendant plusieurs mois à son homologue d'Agen, région où se trouve le témoin, de procéder à cette audition. J'ai eu à rédiger le rapport. Mais Michel Lati ne sera jamais entendu. Il meurt de maladie 7 mois plus tard. Un témoin clé disparaît. Sa lettre a été jointe au dossier d'instruction. Y a-t-il eu volonté de ne pas interroger ce témoin? L'armée a-t-elle dissimulé des informations? En cherchant dans les archives de l'aviation civile de Fontainebleau, Mathieu Paoli a retrouvé un document classé confidentiel défense, envoyé au ministre des Transports le 18 octobre 1968. Les éléments retrouvés, carbonisés, appartiennent tous à la partie arrière du fuselage. Niveau des fuseaux moteurs. On peut soupçonner qu'une avarie réacteur ou une détérioration des circuits de combustible dans l'un ou l'autre fuseau réacteur puisse être survenue. Une lettre officielle qui ouvre la porte à d'autres hypothèses. Les débris des réacteurs ou du fuselage pourraient apporter des réponses. Une nouvelle campagne être entreprise, ce sera la plus fructueuse. 6 tonnes de débris ramenés à la surface, ce qui porte à 8 tonnes le poids total des débris récupérés. Quelques éléments de réacteur et surtout la boîte noire qui consigne altitude, vitesse, temps de vol de l'appareil sont retrouvés lors de la dernière campagne de repêchage en mars 1971 par 2300 mètres de fond. Si cet instrument n'est pas détérioré après avoir séjourné 2 ans et demi dans l'eau de mer, il pourra fournir de précieux éléments à la commission d'enquête qui siège à Toulouse. Finalement, le rapport de la commission d'enquête dira que les enregistrements de la boîte noire sont inutilisables. Cet enregistreur a été repêché, mais la bande était inexploitable à la suite de son séjour prolongé dans l'eau. Une partie des débris aurait disparu. 2 heures après le drame, une frégate de la Marine nationale, le Suffren, se serait rendue sur les lieux du crash. On a un témoignage d'un marin qui était à bord justement du Suffren ce jour-là, qui nous dit que le Suffren était en mer ce jour-là.
Selon ce témoignage, la frégate de la marine aurait récupéré des débris flottants. L'armée a toujours affirmé que ce navire était taqué ce jour-là. Problème, sur le journal de navigation du navire archivé par la marine, à la date du 11 septembre 1968, le bas de page a été déchiré. Une partie de ces débris aurait été ramenée à l'arsenal de Toulon au lieu d'être acheminée dans des hangars de l'aviation civile. On sait aujourd'hui qu'un navire militaire est allé sur les lieux et qu'il a ramassé des débris. Et on a un témoin qui est allé également sur les lieux, il a vu un bateau militaire, il a dit « mais qu'est-ce que vous faites là? Vous ramassez les corps si vous voulez, mais vous ne touchez pas aux débris qui appartiennent à la France. » Nous nous sommes rendus aux archives de la marine à Toulon pour consulter le livre de bord du Suffren. Ce document est indisponible et fait l'objet d'une procédure judiciaire, nous a répondu le conservateur du service historique de la Défense. Effectivement, le cahier de navigation du Suffren a été saisi par un juge d'instruction. Ce document est désormais sous main de justice. L'État a-t-il caché quelque chose? Pour tenter de faire la lumière, les frères Paoli déposent des plaintes successives contre l'État en 2006 et 2008 pour homicide involontaire. Elles sont rejetées pour cause de prescription. En matière de délit, la prescription est de 3 ans. Après le non-lieu rendu en 1973, les auteurs ne peuvent donc plus être poursuivis depuis 1976. Puis en mars 2012, les avocats des victimes portent plainte pour dissimulation de preuves. Il s'agit d'une infraction dite continue. Il n'y a pas de problème de prescription. Le procureur de l'époque, Éric de Montgolfier, décide d'ouvrir une enquête et pour la première fois depuis 50 ans, un juge d'instruction, Alain Chemama, mène des investigations. Le secret défense nous a été, à minima, implicitement opposé. On ne nous a jamais opposé officiellement le secret défense, en nous disant attention, ce document il est secret défense, on ne vous le donnera pas, mais on ne nous a jamais permis de participer à la manifestation de la vérité. Donc est née l'idée de déposer plainte pour dissimulation de preuves, parce qu'on s'est dit, là du coup, on court-circuite complètement la question de la prescription de l'action publique. Et j'allais vous dire, on a eu du nez avec mon confrère Paul Solacaro, parce que c'est précisément ce dossier-là qui est en cours d'instruction devant le juge d'instruction de Nice. Pour la première fois encore, des gendarmes enquêtent et de nouveaux témoignages apparaissent. À France 3 Côte d'Azur, un salarié et le chef de centre de l'époque confirment, sur procès-verbal, les déclarations du technicien. Les bandes-sons du reportage au centre militaire du Montagel ont bien été saisies par les renseignements généraux. Les mêmes gendarmes qui d'abord ont établi que ce que disait Frasquet était aussi établi par d'autres témoignages, puisqu'ils ont procédé à des auditions, notamment des personnes qui se trouvaient dans la salle de montage à l'époque, ou de leurs parents, qui établissent que ce qu'a dit Frasquet, ça s'est véritablement passé. C'est-à-dire que des gens sont vraiment venus se saisir des bandes-sons à l'époque. En juin dernier, le juge d'instruction conclut que la thèse du tir de missile accidentel devrait être prise au sérieux. Il s'appuie sur les nouveaux témoignages, mais aussi sur plusieurs documents. Registre des travaux de navires, rapport du commandant de l'aéroport de Nice indiquant que la préfecture a donné une mauvaise position du crash. C'est ce type de documents que j'ai trouvé pendant des années, des pages sur des navires militaires qui ont été arrachés, qui ont été encollés, etc., etc. Et c'est au vu effectivement de ces différents éléments que le juge d'instruction a forgé sa conviction et qu'il a demandé la levée du secret défense. Le problème, c'est que depuis 50 ans, on s'est enferré dans un mensonge, d'une part, et que d'autre part, il n'y a plus beaucoup de documents. Il n'y a plus beaucoup de documents, tout a été détruit, tout a disparu, donc même l'État français aujourd'hui a du mal peut-être à dire effectivement c'est un missile, ça c'est une autre difficulté. D'autres témoignages importants auraient été versés au dossier.
Oui, je vois. On a su qu'il y avait il y a eu un nouveau témoignage qui est important. Après, on verra, il faut tout recouper, mais voilà. Au terme de 2 ans d'enquête, les gendarmes ont rendu un rapport. Ils notent des éléments qui ne collent pas avec la thèse officielle. Ils se sont heurtés à un obstacle, le secret défense. Et qui se rendent compte que lorsqu'on met le doigt sur, on en revient toujours aux mêmes choses, hein, quand on met le doigt sur les activités militaires de l'époque, on fait face à un mur avec des autorités qui ne coopèrent pas vraiment, qui ne transmettent pas les documents, qui veulent manifestement pas faire la lumière. Quand je veux parler d'autorité, je pense aux autorités militaires. Et ces gendarmes qui sont eux-mêmes des militaires et qui donc savent parfaitement comment les choses fonctionnent, c'est d'ailleurs tout l'intérêt d'avoir saisi la gendarmerie dans ce dossier, disent au juge d'instruction, écoutez, on a quand même le sentiment qu'on nous cache des choses, on a le sentiment en tout cas d'avoir posé les bonnes questions, d'avoir mis le doigt sur quelque chose qui est manifestement sensible. La prochaine étape, c'est de pouvoir disposer de tous les documents sur les activités militaires de l'époque. Après des années de bataille judiciaire, en avril 2018, le juge d'instruction demande au ministre des Armées la levée du secret défense. Il souhaite consulter plusieurs documents. Les documents attendus, ce sont les documents qui sont relatifs précisément aux opérations militaires qui ont été effectuées à l'époque. Opération Poker, la question des activités du Suffren, avec cette fameuse page du livre de bord qui a été arrachée, d'où la demande des services de gendarmerie et du juge de communication de l'ensemble des documents éventuellement classés secret défense sur les activités militaires du Suffren au moment des faits. Autre document demandé, le rapport des renseignements généraux de la saisie des bandes-son de l'équipe de télévision et l'enquête dactylographiée de Michel Lati qui affirmerait qu'un missile désarmé aurait frappé par erreur la Caravelle. Le secret défense sera-t-il levé ? Aujourd'hui, les enquêteurs n'auraient toujours rien reçu. Les gendarmes n'ont rien reçu puisque le juge n'a rien reçu. Donc tout ça est pour l'instant figé dans l'attente d'une réaction des ministères qui tarde. Le juge d'instruction a-t-il pu avoir accès aux pièces demandées ? L'actuel procureur de Nice n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview. La levée du secret défense, une procédure lourde et opaque. Il y a des intérêts contradictoires à prendre en compte. D'une part, l'intérêt de la manifestation de la vérité dans un dossier judiciaire, donc évidemment c'est un impératif important, mais il y a aussi l'impératif de préserver les intérêts de la nation sur le plan de la défense nationale. Donc la loi a prévu une procédure lourde pour ménager ces deux intérêts. Le ministre de la Défense a l'obligation de saisir une commission et cette commission rend ensuite un avis au ministre qui est chargé de prendre la décision. Cet avis ne lie pas le ministre, qu'il soit favorable ou défavorable à la levée du secret défense. La pratique veut que le ministre suit toujours l'avis de la commission, mais la loi ne prévoit pas qu'il soit lié par cet avis. Plusieurs élus se sont mobilisés pour demander à l'État de faire en sorte que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Il y a des questions qui demeurent sans réponse et la justice, justement, c'est qu'on apporte des réponses. Et aujourd'hui, il y a ce sentiment d'injustice qui perdure avec un travail phénoménal qui est fait par les familles, de recherche de vérité, de quête de vérité. Et quand on fait de la politique, on peut être que derrière cette quête de vérité, cette quête de justice. Nous avons le devoir d'être tous unis pour que désormais, en toute transparence, les familles puissent définitivement faire le deuil des leurs. Rien ne peut justifier que l'on conserve plus longtemps quelque secret que ce soit.
Gilles Simeoni, président de l'exécutif de Corse, a écrit plusieurs fois au président de la République. Alors, il a répondu effectivement par courrier du 18 décembre 2018 en disant que la procédure était instruite au niveau du ministère des Armées, mais que pour sa part, il restait bien sûr favorable à ce que toute la vérité, toute la lumière soit faite. Le 27 novembre 2018, le député de Corse du Sud, Paul-André Colombagne, a interrogé la ministre des Armées lors d'une question écrite. Il demande à Florence Parly dans quelles conditions elle entend mettre en œuvre la levée du secret défense. Le 4 décembre 2018, Florence Parly a répondu. Le ministère des Armées s'est toujours efforcé de répondre avec bienveillance aux demandes des familles. Ces investigations n'ont pas permis d'identifier la présence de pièces classifiées relatives à cette catastrophe aérienne dans les fonds d'archives de la Défense. Le ministère a été saisi d'une demande d'un magistrat tendant à la production de documents. Cette requête est actuellement en cours d'examen. S'agissant d'une enquête pénale en cours, il n'appartient pas au ministère des Armées de communiquer plus avant sur le sujet. Sollicitée pour une interview, la ministre des Armées nous a écrit la même réponse. Fort de la conclusion du juge d'instruction prenant au sérieux la thèse d'un tir de missile accidentel, Mathieu Paoli, le président de l'Association des familles de victimes, a de nouveau écrit au président de la République. Emmanuel Macron a répondu. Il demande, encore une fois, au ministère des Armées de saisir la commission du secret défense. Chaque année, les familles des victimes se retrouvent le 11 septembre, le jour de la date de l'accident, au cimetière d'Ajaccio. Donc on se retrouve et on prend le temps d'échanger parce que même si on ne se côtoie pas au quotidien, on a ce lien qui nous rassemble. On a un deuil commun, je dirais. Donc on est une grande famille. Malheureusement. Un jour plus tôt, une première commémoration a lieu à Nice. Une stèle en mémoire des victimes a été érigée sur la promenade des Anglais en 1998. Les familles ne demandent ni procès, ni indemnisation, juste la vérité. Toutes parlent d'un deuil impossible. Le jour où on a appris ça, dans l'après-midi, mais c'était terrible. C'est terrible pour toutes ces familles. Parce qu'on ne lâchera pas, tu le sais. Bien sûr, la vérité se connaîtra un jour. Finit toujours par se connaître, la vérité. Ça vous arrive vraiment sur la tête, ça. On ne réalise pas du tout. Et le soir, j'ai vu les journaux,
le François de l'époque avec une photo grande comme ça, mon père dans le... Enfin bon, tout s'est précisé, hélas. Je ne serai plus là. Je ne serai plus là le jour où il y aura la vérité. On a besoin d'être nombreux pour dire oui, on voudrait tous passer à autre chose. On voudrait tous passer à autre chose, mais avec cette vérité. Incendie de cabine ou missile perdu. L'État a-t-il voulu cacher un crash inavouable? Où peut mener l'enquête pour dissimulation de preuves? Plus de 50 ans après les faits, il sera difficile d'identifier les responsables, mais la justice pourrait parvenir à démontrer que l'État a voulu masquer quelque chose. Si le secret défense était levé, les enquêteurs pourraient peut-être obtenir une preuve, comme le rapport du secrétaire militaire affirmant que la Caravelle a été heurtée par un missile égaré. Si la dissimulation de preuves était avérée, si la mauvaise volonté de l'État à faire avancer l'enquête était établie, la justice pourrait peut-être obtenir de réouvrir le dossier sur les causes de l'accident. Tir de missile ou pas, les familles des victimes auraient le sentiment de savoir, enfin.